donc moi pour lancer un petit peu le débat, je voulais demander aux différents entraîneurs ici, est-ce que cet aspect un peu musical du 400 mètres, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte dans l'entraînement? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez d'abord? C'est quelque chose que vous prenez en compte dans l'entraînement? Et comment, évidemment? Et comment? Moi, j'en prends en compte dans la technique. Donc, je fais tout le temps la technique sur des cônes avec une distance bien particulière. Et je demande à travailler en rythme. Et en plus de ça, ils doivent mettre leur musique qu'ils aiment bien. Et c'est systématique à chaque entraînement. Est-ce que tu travailles davantage en virage qu'en ligne droite? Parce que le 400 se court davantage à la limite en virage qu'en ligne droite. Donc il y a aussi cet aspect-là. Il faut... Tout à fait, cette musique-là. Musique-là. Mais Jonathan a beaucoup plus facile à travailler en virage que Kevin. Le plus dur étant de conserver la bonne musique sur les 100 derniers mètres. Hein. Oui. Ce que tu as dit tout à l'heure, le paradoxe du 400, c'est que quand on veut aller le plus vite dans les intentions, c'est là où on va le moins vite. Et c'est là où il faut en avoir encore sous le pied pour conserver cette musique, hormis les facteurs physiologiques. Hein, au niveau des intentions, c'est pas évident. Et c'est peut-être là où la technique prend le pas sur la physio. Oui. Sur le travail de musique, moi j'ai la chance d'avoir des coureurs de 400 haies où on parle beaucoup de musique. Et donc, ça me sert aussi pour les coureurs ou coureuses de 400. Et donc, de travailler sur cette musique-là, parce que les coureurs de 400 haies ont une musique, puisqu'ils ont 35 mètres entre les haies, monsieur Ben. Et donc, il est important d'avoir cette musique et ce relâchement. Et donc, ça permet aussi de travailler pour les autres, cette musique-là. Moi, comme j'ai présenté hier, il y a beaucoup de courses dites tempo. Dans ces séances-là, la structure rythmique individualisée est importante. Par le passé, j'ai essayé de mettre des musiques dans les casques aussi, où j'avais eu la chance d'avoir un compositeur qui avait composé une musique sur des beats, je crois, on appelle ça, de 4 foulées par seconde. Donc si on mettait ça un peu dans la tête, bon, c'était plutôt du gadget, ça, c'était pas forcément transmissible. Et puis on a travaillé aussi il y a quelques années avec l'OptoJump, pour essayer de trouver une foulée économique, c'est-à-dire que en passant à différents rythmes, on regardait si la hauteur d'envol, le temps de vol, le temps d'appui allait vers un côté économique, quoi. Parce que entre les intentions et la biomécanique, il faut qu'il y ait des liens, quoi. C'est ce que j'en tirais, quoi. Maintenant, c'est toujours les mêmes athlètes et donc il y a des choses qui sont assez intégrées, mais l'arrivée de certains qui étaient très sprint et qui n'arrivaient pas à se relâcher, m'a remis toutes ces techniques un peu au goût du jour, quoi. Me concernant, je retrouve pas mal de choses que tu as présentées, notamment dans le travail des vitres relâchées vite, tout ce qui est le travail des allures. J'utilise aussi beaucoup les changements de rythme entre le virage et sortie de virage. Et puis le tableau que j'ai montré hier, donc le travail sur les allures, où on va jouer en fonction des intensités que je vais demander par portion de course sur les différents 100 mètres. Et donc ça, c'est des choses qui sont assez présentes dans l'entraînement, mais qui se fondent un petit peu dans le général. C'est-à-dire que c'est pas un thème précis, c'est pas me concernant. Je vois Bruno qui a tendance à travailler, il parle je le vois travailler beaucoup. Là maintenant, je crois que c'est tous les mardis avec les coureurs de 8. Mais bon, cette notion de rythme, tu l'as toi beaucoup plus présente que moi, je pense, dans le travail. Moi, elle est un peu plus fondue dans le général, quoi. Je dirais que tu as présenté différentes méthodes ou approches avec la dernière qui était plutôt la dynamique. Moi, je dirais que c'est une approche un peu systémique dans mon ensemble de l'entraînement. Oui, en sachant que le fait de faire beaucoup de musique, ça enlève ce que tu avais conclu tout à l'heure, Laurent, la spontanéité ou les éléments extérieurs de l'environnement dans une course, et que ça peut sortir certains athlètes un peu trop cérébraux.
D'un coup, ils sont plus dans leur course, dans leur tempo, dans leur musique. Et puis, ça peut aussi être perturbant d'être trop musical. Non, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il a évoqué l'adaptabilité à un moment donné, et le fait de jouer, de créer des situations différentes permet justement d'aller vers ce jeu musical quelque part dans la course, qui va permettre de s'adapter en fonction des différentes conditions extérieures ou intérieures, c'est-à-dire au niveau de ses propres sensations, comme des conditions extérieures, climatiques ou autres. Si on devait faire un parallèle avec le monde musical, justement, l'idée ce serait d'être plutôt dans un orchestre de jazz, hein, c'est-à-dire on est bien sûr dans un rythme qui est le rythme du jazz, d'accord, mais à l'intérieur de ce rythme-là, en fonction de ce que font les autres, si le trompettiste commence à me faire un truc, ben moi je réagis et je fais autre chose, et puis un autre fait autre chose. Voilà, ce serait plutôt une course de 400 mètres, c'est plus un orchestre de jazz que quelqu'un qui lit sa partition et qui essaye de mettre les notes qui sont sur la partition. Hein, c'est pas de l'improvisation pour autant. Hein, le jazz, c'est pas totalement improvisé. Ça laisse une marge de liberté, hein, pour s'adapter à ce qu'on a envie de faire dans le moment aussi. Il n'y a pas que ce que les statistiques disent, quoi. Hein, c'est pas parce que la moyenne est à 4 foulées secondes qu'il faut absolument que je fasse 4 foulées secondes. Hein, peut-être qu'à 3,8, c'est très très bien en fait. Oui, c'est d'autant plus important que les conditions de course peuvent être différentes, et puis les conditions d'une série, d'une demi-finale, d'une finale sont bien évidemment différentes par rapport aux enjeux, par rapport, comme tu disais tout à l'heure, au couloir. C'est évident. Moi, sur la rythmique, quand même, hier soir, on a entendu Aldo et Marc parler. Et ce qui m'a bien plu, c'est que tous les deux ont dit, il y en a un qui dit la course commence à la rivière de Stiple. Avant, j'essaye d'avoir fait le moins possible. Et l'autre qui disait jusqu'à la rivière de Stiple, je pense à ma grand-mère. Et bon, c'était une boutade, mais donc je me dis quand même que quelles que soient les conditions extérieures et tout, leur intention principale, qui est du vent de face ou du vent de dos, machin, c'est de rouler jusqu'à la barrière de Stiple, quoi. Et ça me paraît vraiment être une intention qui doit être dans le briefing, quoi. Et des fois, oui, on modélise un petit peu. C'est pas dérangeant de modéliser si c'est pas sectaire et qu'on n'a pas le droit d'en sortir. Mais ça permet quand même à l'athlète d'avoir des intentions qui doivent être quand même assez précises. Et eux se sont construits ça, et ce qui leur reste du 400 mètres, c'est ça. Et ça me paraît vraiment parlant, quoi. Notamment ce que disait Marc en disant j'étais sûr de moi, de toute façon, à la rivière de Stiple, où qu'ils soient les autres, je pouvais aller les chercher. Ouais, mais si j'avais pris mon temps. En gros, c'est ce que j'en ai retiré, quoi. Moi, je me rappelle d'une anecdote avec Pierrot. On avait été voir les entraîneurs anglais, je ne sais plus à quelle occasion, et puis on leur demandait des séances, et puis c'est simple, nous on fait du tempo. Rappelle pas, oui. Nous on fait du tempo. Alors immédiatement, avec Pierrot, on avait dit, mais c'est quelle distance et quel temps? Et puis il nous donnait des choses complètement différentes. Une fois c'était rapide, une autre fois c'est... Pourquoi? Parce qu'on se fiait qu'au chrono, nous. Donc on pensait pas fréquence, rythme, on pensait temps et distance, ou on pensait vitesse. Or dans la vitesse, pour obtenir la même vitesse, on peut faire de différentes façons. Nous, on raisonnait allure, voilà, eux raisonnaient sensation. Et sensation dans des moments différents. C'est-à-dire le premier pas souvent, mais le deuxième, le troisième ou le quatrième 400. Alors que nous, on était dans nos chronos, quoi. On est très enfermé sur les temps de passage. On pense que les temps de passage c'est ça qui est significatif. Or, un même temps de passage peut être obtenu de façon totalement différente. Il faut qu'il soit là, hein, comme cadre et repère. Hein. Et puis ensuite, on doit les dépasser et puis courir sur des sensations, une fois qu'on est sûr de notre temps de passage, effectivement. Et idem pour le débat d'hier sur la valeur de season best du 200, et puis est-ce que ça peut déterminer, ou enfin est-ce que
Est-ce qu'on peut déduire une performance sur 400 mètres par rapport à ça? Moi, je pense que ça dépend comment on court ce season best. Hein, si c'est avec des foulées de 2,25 m pour une fille, de 2,25 m ou de 2,30 m, ça risque pas de faire voilà, pour le même chrono. Par contre, si c'est fait sur des amplitudes un petit peu plus courtes et plus rythmées, ça peut ressembler au 400, et là, il peut y avoir performance sur 400. Mais de mon point de vue, c'est pas mécanique. On peut pas dire parce qu'elle a fait 23 secondes aux 200 mètres, elle va faire 49 ou 50 secondes. 23 égale. Une question. Ce que j'ai rajouté hier par rapport à ce tableau qu'Olivier avait fait, c'est que dans ce sens-là, ça me paraît pas terrible, en effet. Par contre, dans l'autre sens, de prendre la performance au 400 et de voir à peu près statistiquement ce qu'est une season best au 200, là, ça me paraît très intéressant sur les qualités de base du coureur de 400. C'est pour ça que je l'ai présenté. Non pas pour dire, voilà, tu multiplies par 2,16 et puis ta perf au 4, parce que là, c'est sûr ça n'a rien à voir. Mais dans l'autre sens, je pense que ça a une valeur pédagogique. Une question à mes collègues là. La musique n'étant pas la même sur 200 et 400, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque à faire des compètes sur 4, 200, 400, 200 Jacques, est-ce que tu penses que c'est... Mais Jonathan, il réclame ça, oui. À faire des 200 mètres, Kevin beaucoup moins. Et Kevin, il le réclame moins parce que quand il est on va dire à plein pot, à plein régime, il ne maîtrise pas sa foulée. Et il a des valeurs à l'entraînement qui sont quasiment semblables à Jonathan, mais il n'arrive pas à les exprimer sur 200 mètres. Donc c'est un peu trompeur, ces temps. Et donc l'approche est complètement différente pour Jonathan et pour Kevin. Maintenant, comme ils ont une souplesse de pied complètement différente, Kevin est beaucoup plus souple, on essaye de rigidifier le pied de Kevin pour améliorer quand même cette vitesse. Au niveau de... Moi, je me sers du 200 pour une préparation pour le 400 en début de saison. Après, je n'y reviens pas parce que tu as raison dans ta question, c'est qu'il peut y avoir un dérèglement au niveau de la foulée. Et là, je rejoins Jacques, et lorsqu'il n'y a pas de contrôle, il peut y avoir blessure. Parce que ça va beaucoup trop vite et s'il n'y a pas une maîtrise. En début de saison, c'est plus simple parce qu'on sort d'un travail, on a déjà travaillé un petit peu en spécifique, ils savent qu'il faut donner, puis il y a des consignes qui sont différentes et puis on ne leur demande pas de faire un 200, je ne leur demande pas de faire un 200 comme un 200 de sprinter, mais comme un coureur de 400. C'est là, la différence, elle est là. Mais après, ça peut dérégler. Les autres collègues. Moi, je rejoins beaucoup la Jamel dans la préparation et l'approche du 400, c'est-à-dire que je vais essayer au moins de faire des approches sur 200 en préparation et ensuite passer sur le 400 et ne plus en faire en phase spécifique, en période spécifique. Mais il y a aussi ce qu'a évoqué Jacques, c'est-à-dire que c'est la sensibilité de l'athlète. Moi, les deux, on va dire, les deux meilleurs athlètes que j'ai pu avoir, que ce soit Teddy et Yannick. Yannick Fonsa est demandeur de faire des 200. Teddy ne l'était pas. Il allait directement dans le dur, pratiquement, en voulant courir des 400 mètres assez tôt, alors que Yannick est plutôt 200. Et on voit comment ça s'est inversé, puisque lorsque Teddy est parti aux États-Unis, il a commencé à faire davantage aussi de 200 en début de saison. Je suis d'accord. Bon, je vous pose encore une question. Enfin, moi, je sais comment j'ai bossé. Mais, on sait à partir d'un certain niveau, le troisième 100 mètres doit être plus rapide que le premier. Hein, c'est en dessous de 45, enfin en dessous de 46, pardon. Le troisième, chez les garçons, le troisième 100 mètres, il est aux alentours de 11 secondes, alors que le premier 100 mètres, il peut être à 11, 11,3. Au niveau de la répartition, comment vous abordez ça dans votre travail ? Moi, je le travaille avec l'enchaînement et en spécifique le plus possible, avec l'enchaînement et les récup plus courtes sur des distances, mais pour le travailler encore plus en virage. C'est-à-dire que par exemple, je peux faire 3 fois 150 enchaînés
avec 1 minute de récup et avec le gros travail en virage pour permettre de travailler de plus en plus vite, puisque le premier 150, je le donne dans un temps donné pour chercher cette musique, pour chercher ce tempo, pour chercher ce relâchement, tout ce qu'on s'est dit. Et tout ce qui a été dit dans ce week-end. Et ensuite, donc, je demande que le deuxième soit beaucoup plus rapide et ensuite que le troisième, on travaille sur la fatigue. Mais je m'en sers en spécifique, je m'en sers pas plus en séance, si ce n'est, comme ça a été dit et ça a été répété tout à l'heure par Laurent très justement, où je le travaille aussi dans les séries où ça va de plus en plus vite là-dessus. Alors, quand on fait le 3 fois 150, on part aux 400 mètres et puis alors le dernier, on recule. Et donc, dans le deuxième, comme on accélère progressivement dans ces perceptions, ces sensations, la grande difficulté, parce qu'on n'en parle pas, mais c'est la rentrée en virage. Et on parle 400-200, mais moi je vais faire du 300 mètres en compétition pour aussi apprendre cette rentrée dans le virage, parce qu'il y a une déstabilisation au niveau du bassin, et je répète, Jonathan a assez facile à rentrer dans ce virage, alors que Kevin se rejette vers l'extérieur. J'ai déjà pensé faire des exercices où ils couraient ensemble avec un élastique entre eux deux, et courir le virage pour arriver à mieux développer la musculature par rapport au virage. Donc ça, c'est assez complexe. Maintenant, quand on fait des 300 mètres, globalement, on démarre comme au 400 et on privilégie ce travail du virage. J'utilise aussi beaucoup d'exercices en tournant autour de la piste pour préparer ce troisième 100 mètres. Mais j'ai tendance à dire que le troisième 100 mètres, ça me prend toute l'année pour le préparer, quoi. C'est-à-dire que c'est la résultante des capacités de vitesse, des capacités du système tampon et des capacités d'économie d'énergie dans la technique. Donc j'ai l'impression que le troisième 100 mètres, c'est la résultante de tout le travail, quoi. Et le dernier 100 mètres, le travail en acidose très marqué, ça va arriver tardivement. Mais toute l'année, tout ce que je fais, c'est, à mon avis, dans ma tête en tout cas, c'est pour ce troisième 100 mètres. Une grande partie du travail en tout cas. De la VMA dépassée, en passant par la vitesse. Voilà. Et la concrétisation se fait dans le travail spécifique, quand on est capable de mettre les pointes et d'aller tourner dans les allures du 400 autour de la piste. Mais s'il n'y a pas en amont tout ça, il n'y aura jamais, même si on fait que du spé, on n'y arrivera pas, quoi, à mon avis. Hein. Oui, moi je crois que ça doit être un repère, même pour vous, entraîneur, qui malheureusement n'a peut-être pas la chance, je vous souhaite, d'avoir des athlètes comme on a ou comme on a eu, mais ce troisième 100 mètres, ça peut être un contrôle de votre entraînement. Il ne faut pas qu'il y ait un gros écart entre, encore une fois, le premier et puis ce troisième. S'il y a un écart de plus d'une seconde, c'est que le travail n'a pas été bien fait. En tout cas, quand on regarde les séances qui ont été proposées hier à l'entraînement, on observe quand même que vous utilisez énormément le 250. Le 250 mètres qui est pile la moitié du deuxième virage. Moi j'ai l'impression que cette distance, moi je me suis entraîné très très longtemps sur 400, c'était vraiment, j'adorais faire du 250, quoi. Aller jusqu'au 250, pour le coureur de 400, c'est vraiment la distance où il a le plus de sensations. S'il va jusqu'au 300, déjà l'importance de l'énergétique déjà prend le pas sur la mécanique, et puis on a beaucoup moins de sensations, c'est-à-dire on se sent piocher un peu au 300, alors que sur 250 on peut y aller vraiment en jouant, quoi, en jouant. Oui, mais si tu donnes les intentions que donne Jacques, par exemple, si tu fais un 300 en progressif et puis pour bien travailler ce dernier 100 mètres, c'est... Oui. Alors, ça tombe bien puisque moi je ne travaille que sur le 300 mètres. Donc je trouve que le 250, mais qu'en période de compétition, je peux m'en servir pour rentrer très vite dans le virage, parce que c'est vrai, on a un gros problème, Jacques a bien fait de le rappeler, il faut bien le travailler, mais je ne travaille
tout l'hiver que sur le 300 mètres. Et avec des intentions comme Jacques le décrit. Donc c'est pas le 300 mètres pour le 300, c'est vraiment le 300 mètres technique qui te permet d'aborder cette rentrée de virage qui est très importante et cette sortie qui l'est tout autant. Enfin, moi je voulais dire pour ce troisième 100 mètres, j'ai tendance à utiliser, et je l'ai montré hier dans une des vidéos, enfin une des diapos, c'est de faire le 80 mètres avec un chariot en pré-fatigue et puis ensuite d'utiliser le 250 enchaîné avec une période de récup assez courte, c'est-à-dire de 1:30 à 2 minutes. Et demander les intentions justement de cette fin de course que l'on a dans la rythmique proposée. Tes questions. T'as répondu. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? On a encore du temps. Si, hier, Bruno a parlé, parce que souvent on parle on coupe le 400 en 2+2, et Bruno hier a évoqué le 200 intermédiaire. Vas-y, parle-nous un petit peu de ce 200 intermédiaire, en quoi il est riche et... Le premier 100 mètres est riche aussi. Est-ce que c'est pas là le vrai tempo du 4? Si, ça me sert de repère pour construire des tempos, donc des fois ça va un peu plus vite. C'est pas la vitesse moyenne du 400 mètres, quoi. Le tempo, c'est aller chercher dans cette portion-là. Soit je prends le 200 intermédiaire comme repère, souvent au début, parce que si je prends ces allures-là, c'est moins vite. Puis après, c'est le deuxième 100 mètres qui est le plus rapide, qui peut me servir pour aller chercher les tempos, quoi. Bon, des fois on va un peu plus vite, le tempo c'est pas quelque chose de bloqué non plus, mais c'est mettre l'athlète face à cette capacité de rouler vite, quoi. Mais de toute façon, le 200 intermédiaire, il est vite, hein. Sur ce que j'avais montré, c'est des temps qui sont déjà lancés, impressionnants, donc voilà, mais ça parle bien pour construire l'entraînement ou construire des exemples de ce que donne Guy, de pré-fatigue ou de choses comme ça. C'est intéressant voilà. Et ça nous coupe de la rampe de lancement, mais il ne faut pas oublier la rampe de lancement qui est le premier mètre, parce que ça, si c'est foiré, hier Aldo disait au bout de 5 appuis, je sais si c'est foiré ou pas, quoi. Donc ça parlait aussi, quoi. C'est vraiment, il y a plein de passages clés, quoi, et qu'il faut que l'athlète ait non pas bloqué dans sa tête, mais il faut qu'il connaisse ces passages clés, qu'il soit briefé là-dessus, qu'il se les soit appropriés, mais de toute manière, il y a quand même des règles sur lesquelles il va falloir qu'il réfléchisse, quoi. Moi, j'avais une question pour Laurent, puisqu'on connaît tous la carrière de Solène Désert, cette grande championne. J'avais une question. Tout à l'heure, tu nous as démontré donc qu'il y avait physiologique, bioméca et psychologique, même si tu n'aimes pas ce terme psychologique, on va dire perception. Comment tu peux analyser, parce que je sais que tu l'as fait, la deuxième course de Solène Désert après une série ou après une course et un relais, comment tu peux analyser cette déperdition au niveau du temps? Donc, tu parles de la course à Berlin, par exemple. Voilà. Parce qu'on était tellement heureux en série que... Donc effectivement, ça me fait revenir quelques années en arrière. En 2009, Solène fait une superbe course en série, 51-63, season best dès les séries d'un championnat du monde. Je crois qu'elle est la seule à faire son season best en série. Moi, j'étais effectivement très content et pour faire cette performance-là, elle s'était justement pas mise dans un schéma de course, quelque chose qui... Par contre, elle avait l'expérience quand même, c'était son 4e championnat du monde, elle avait l'expérience qui fait qu'elle s'est sentie chez elle, à Berlin, en série, elle s'est sentie chez elle tout de suite. Elle a trouvé ses repères immédiatement, elle avait l'impression de connaître les adversaires depuis longtemps. Voilà, la course n'avait pas vraiment de mystère pour elle, et donc elle s'est lancée dans cette course-là sans rien, sans avoir d'idées préconçues avant, sans avoir réfléchi à une stratégie ou je ne sais quoi. Et spontanément, elle a fait une course superbe.
Et le lendemain, elle fait 53-22 de mémoire. Alors là, l'entraîneur s'est dit mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas tout compris. Et puis en réfléchissant un petit peu, alors quand une athlète passe en 24 heures de 51-63 à 53-22, immédiatement, alors les entraîneurs présents m'ont dit mais elle n'a pas bien récupéré, c'est un problème énergétique. Voilà, donc la première hypothèse, c'est sûrement énergétique, quoi. Bon, c'est quand même bizarre parce qu'à l'entraînement, elle se tape des choses avec, pas 24 heures, mais avec 10 minutes de récup, et puis elle me sort encore de la qualité. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi. Donc, l'hypothèse énergétique ne m'a pas satisfait, quoi. Alors d'autres entraîneurs bien intentionnés évidemment m'ont dit tout de suite non mais elle court très très mal, elle sait pas courir en fait, c'est pas possible, c'est mécanique en fait cette histoire, c'est pas elle court comme une patate quoi. Donc je dis je regardais les deux courses, il n'y avait pas vraiment de transformation, elle n'avait pas couru comme ça en série et puis comme ça en demi-finale, donc c'était pas ça non plus. Et puis finalement on a fini par me dire c'est facile, Solène Désert de toute façon, c'est psychologique, c'est mental, c'est dans sa tête, en fait. Je dois dire que ça ne m'a pas satisfait non plus du tout, cette théorie-là du psychologique. Quand on ne sait plus donner de cause à un phénomène, on finit par dire que c'est dans la tête, quoi. Parce que dans la tête, on ne peut rien mesurer, donc de toute façon, c'est sûrement dans la tête, quoi. Donc ça ne m'a pas satisfait non plus. Donc du coup, j'ai cherché plutôt des choses dans ce qu'on avait vécu. Et effectivement, en y repensant après, je l'avais laissée en série faire ce qu'elle voulait, en fait, ce qu'elle avait envie de faire. Et de toute façon, elle se sentait tellement bien que j'aurais pu dire n'importe quoi, elle aurait fait la même chose. Donc je pouvais dire tout ce que je voulais à l'échauffement, elle aurait fait de toute façon 51-63. Par contre, en demi-finale, elle était tellement contente de ce qu'elle avait fait en série qu'elle a voulu refaire la même chose. Et donc elle a fait exactement le même échauffement, elle s'est mise dans les mêmes conditions. Et puis, ce qu'elle n'avait pas pensé, c'est qu'une série de championnats du monde, c'est pas une demi-finale de championnat du monde. Le contexte n'est pas le même. En demi-finale, il faut faire autre chose. Et puis, autre chose, elle s'est retrouvée au couloir 8. Et là, encore une fois, la course n'est pas la même. Quand on est au couloir 8, c'est pas la même perception. On n'a pas du tout la même perception. Et donc, ce qu'elle pensait être capable de faire en demi-finale a volé en éclats en un rien de temps. J'ai la demi-finale, la décomposition de la demi-finale, et on s'aperçoit en fait qu'elle n'est pas du tout dans le tempo, en fait, justement, pas du tout. Elle est à côté de la plaque, Et je pense que c'est plus un problème je parlais de couplage tout à l'heure, c'est un problème de couplage. La veille, elle était parfaitement couplée avec son environnement, avec sa course, et puis le lendemain, elle n'a pas trouvé l'articulation. Elle était à côté de la plaque, quoi. En voulant refaire la même chose, elle est passée à côté. Tu es au 8, Je sais pas si... Quand tu cours au 8, tu cours en aveugle, donc tu sais que tu serais, si tu cours bien, tu ne vas être rattrapé qu'aux 300 mètres. Donc tu as la hantise d'être rattrapé plus tôt, donc effectivement, peut-être que son rythme, sa fréquence n'était pas la même, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, elle était plus, elle n'a pas su s'adapter. C'est pas la même perception. Tu cours en aveugle jusqu'aux 300, au 8, ou alors si tu te fais rattraper avant, c'est que tu n'es pas fort. Et dans un 4x4, c'est pire. Il ne faut jamais te rattraper. Ouais. Dans une compétition internationale, donc les athlètes sont confrontés à plusieurs tours. Est-ce qu'il y a des modifications importantes? Justement, Laurent évoquait l'échauffement. Est-ce qu'il peut y avoir des différences importantes, justement, la fatigue faisant et s'accumulant au fil des tours au niveau de l'échauffement? Je ne sais pas, hier Jacques nous a dit ce matin que vous aviez un échauffement d'une heure et demie. Est-ce que c'est le même temps en compète? Est-ce que oui, oui,
Si on a récupéré, ben ça dépend comment ont été faites les séries. Si tu es carpette après les séries, faut rebondir, mais généralement, oui, il faut pratiquer les mêmes protocoles, hein, parce que c'est... Il y a quelque chose d'important, c'est que quand on fait ce qu'on appelle des lignes droites, hein, c'est qu'on laisse minimum 5 minutes entre chaque ligne droite. Donc c'est la récupération pour pas créer d'acide lactique. Hein. Donc ça pour nous c'est très très important. Mais ça dure à peu près 1 heure d'échauffement et on reprend les protocoles habituels qui sont les échauffements faits jour après jour. Moi, sur l'échauffement, sur 3 tours, je l'adapte, je le change un tout petit peu au vu de la fatigue ou de l'état psychique de l'athlète, parce que c'est pas pareil d'aborder une série que d'aborder une demi-finale que d'aborder une finale, parce que c'est pas les mêmes enjeux, ça c'est la palisse. Mais je l'adapte au vu de la dépense énergétique psychiquement. C'est-à-dire que l'athlète, ça fait 3 nuits qu'il ne dort pas ou qu'il dort mal, même s'il te dit qu'il dort bien, c'est pas le cerveau continue de fonctionner même quand on dort. Donc forcément, je l'adapte pour avoir un petit peu de fraîcheur, mais une fraîcheur psychique. Donc c'est simplement des ajustements au lieu qu'ils partent pour 10 minutes de footing ou quelques tours. Je diminue un petit peu, je lui dis bon, on part pour 8. Au lieu d'avoir 5 lignes droites tranquilles, je lui en dis t'en as plus que 4. Mais voilà, c'est une adaptation au climat parce que il faut rappeler qu'on n'a pas le même athlète en série qu'en finale. C'est pas le même état psychique. Donc il faut vraiment qu'on s'adapte à ça. Parce que je pense que l'état physique avec la présence de kiné, de bains froids, de choses comme ça se passe pas trop mal normalement. Mais c'est vraiment cette fatigue nerveuse qui fait qu'il faut lui redonner un petit peu de fraîcheur ou le mettre ou positiver ou reprendre ce que Jacques a dit ce matin, les mettre un petit peu dans le bonheur, quoi. Leur dire c'est fantastique, tu regardes, il y a 3 jours vous étiez 70 à vous échauffer et là vous êtes plus cuite, quoi. Donc c'est un grand plaisir, c'est une grande notion, et puis carpe diem, vivre l'instant présent, quoi. C'est ça le plus important. Voilà. Moi, j'ai pu constater au fil des années que, je ne sais pas si c'est l'adrénaline, mais dans un grand championnat, l'athlète il fait 3 lignes et il est quasiment chaud, quoi. Il fait un étirement, il arrive 2 fois plus bas que d'habitude. Donc finalement, au fil des années, je trouvais que l'échauffement en grande compétition n'était pas le même qu'à l'entraînement, ça c'est sûr. Était plus court qu'au championnat régional. Donc ça c'est la première donnée. Je trouvais que les athlètes étaient chauds très vite. Et de par leur conditionnement psychique, je pense, c'est plus l'adrénaline qui se décharge partout. Et puis l'autre chose, c'est que quand il y a 50 minutes de chambre d'appel, l'échauffement c'est plus le même, quoi. Donc c'est une grosse donnée à prendre. Qui change beaucoup de choses, parce que c'est chauffé dans une première chambre d'appel où on n'a pas le droit de bouger, après dans la deuxième il y a un petit peu de ligne droite, donc il faut un échauffement trop contraignant finalement est pas adapté à la haute compétition avec les contraintes réglementaires des chambres d'appel qui sont très longues. Donc ça je pense qu'il faut concevoir des échauffements très différents en fonction de l'environnement. Je pense qu'il faut vraiment tenir compte de ces durées-là et des possibilités qu'il y a. Mon expérience sur les grandes compétitions, elle est assez réduite parce que j'ai vécu avec les coureurs de 4 uniquement avec Teddy Venel, donc c'était aux Jeux en 2008 à Pékin. Ensuite, Yannick Fonsa, très rapide, en 2009, on lui a volé ses pointes dès les séries. Donc l'échauffement, je ne peux pas te dire comment ça s'est passé pour le 2e tour et le 3e tour, alors qu'il était sur un état de forme exceptionnel. Et puis, on va dire que j'ai vraiment vécu autour avec Yannick sur les différents tours. C'était au championnat d'Europe cette année à Helsinki.
Et effectivement, l'échauffement a été complètement différent entre les séries, la demi et la finale. D'abord parce que l'état d'esprit a complètement changé vous étiez présent, donc entre sa série, sa demi-finale, où il rate complètement sa demi-finale, et l'échauffement, là en l'occurrence, a été beaucoup plus long parce qu'on a eu à discuter, on a échangé beaucoup au moment de la finale. Il était au couloir 1. Et on a travaillé aussi sur ce couloir 1 à un moment donné dans l'échauffement, et on a beaucoup discuté de la stratégie à adopter pendant la course. Mais ça a été beaucoup plus un échange ensemble, et l'échauffement a été beaucoup plus long. Mais cette expérience est assez réduite. On pourrait plus parler des coureurs de 100 ou 200 en fonction de leur évolution au cours des tours, qui a tendance aussi, je rejoins Bruno, à se réduire. Entre une demi-finale et une finale, même si c'est dans le même jour, en plus ça se passe souvent dans la même journée, on sait que l'échauffement derrière est extrêmement réduit. Vas-y. Ouais, mais Laurent, oui, tu as raison. Bien sûr qu'à l'entraînement, on peut leur dire, bon, pendant 50 minutes, tu vas te mettre là-bas, et puis tu attends, et tu essayes de te préparer pour. Mais c'est pas la même dose d'adrénaline, c'est pas la même dose de gamberge, c'est pas, je veux dire, c'est plus un jeu si on lui fait à l'entraînement. On l'a tous essayé, hein. C'est plus un jeu que la réalité. La réalité, il y a une chape de plomb, c'est connu à haut niveau. Il y a une chape qui est présente, et la chambre d'appel pour les entraîneurs, les jeunes entraîneurs, tout ça, c'est terrible, quoi. C'est requis Bien sûr, il faut. Ouais. Mais c'est cette préparation. Oui, mais cette préparation, au niveau pratique, ça marche pas trop, mais au niveau théorique, tu as raison, il faut le rappeler tout le temps, qu'il y aura 50 minutes, ou même, comme à Sydney, 1h30, ou dans des trucs, mais le rappeler tout le temps, tu as raison, il faut que les entraîneurs soient là pour l'avoir vécu. Et que les jeunes athlètes qui arrivent pour une première fois dans ces grandes compètes ne se fassent pas déstabiliser par ceux qui ont un peu de bouteille, qui les regardent un petit peu de travers, etc. Je voudrais rajouter, Laurent, c'est que, et tu l'as vécu, et on l'a vécu ensemble, puisque avec Gilles, on t'a accompagné pendant pas mal d'années. Les conditions, même si on te rabâche les choses, et si on t'a rabâché les choses à l'entraînement, les conditions de compétition sont totalement différentes. J'en veux pour preuve, moi cette année, au jeu, j'ai eu beau expliquer à Jimmy que la préparation pour les Jeux Olympiques allait être tout à fait différente de Daegu. Je lui ai matraqué ça souvent dans nos discussions. Il l'a entendu, il l'a compris, je pense, pendant les entraînements. Mais pourtant, à la demi-finale des Jeux Olympiques, il m'a dit effectivement, coach, là, il y a du stress, quoi. Il a senti le stress monter, il a senti que c'était différent. L'organisation des Jeux était différente des championnats du monde. Le fait de côtoyer d'autres disciplines, qu'il y a un protocole pour te rendre du village au terrain d'échauffement qui est tout à fait différent. Et ben ça, il l'a appris le jour J, quoi. Il l'a vécu le jour J, et je sais que pour la suite, et ben il va gérer différemment maintenant ses entrées en compétition, et j'espère que pour les prochains Jeux, il aura vraiment intégré ça, quoi. Par cette expérience, mais cette expérience, tu peux pas l'effacer d'un revers de main comme ça à l'entraînement, parce que l'entraînement, les conditions sont tout à fait différentes de la compétition. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même beaucoup plus difficile. C'est, par exemple, quand on a couru à Pékin, la série était à 9h du matin. C'est se lever tôt, c'est de gérer ce moment-là et ça, cette nuit très courte, cet échauffement qu'on fait parfois à 5h, 5h30 du matin, ce petit déjeuner, ça c'est des moments qui sont assez spéciaux.
Et alors justement, est-ce que tu préparais ça, parce qu'on connaît les horaires avant, hein, bien sûr, est-ce qu'une semaine ou 10 jours avant, tu préparais ça? Est-ce que tu avais des entraînements tôt le matin Oui, ça, donc par rapport à la série, on organise des entraînements tôt le matin. Ça, oui. Mais ça donnait pas une fatigue supplémentaire? Non. J'avais posé une question, monsieur. Excusez-moi. Je voudrais revenir, s'il vous plaît, sur un petit point d'entraînement que Bruno a évoqué. Sur les différents points clés, on a beaucoup parlé de la fin de course, du troisième 100 mètres. Bruno tout à l'heure évoqué le départ. Sur le terrain, de manière au 400, c'est pas un 100 mètres, le départ, on verra sur place. Comment vous intégrez cette mise en action, ce départ en starting block qui se fait en virage et qui, à mon sens, conditionne aussi toute la course, hein. Aldo l'a dit, moi aussi je suis ancien coureur de 400. Sur les premiers appuis, on sent tout de suite si on est dans le rythme ou si on est un peu poussif. Donc est-ce que vous attendez la phase de compétition? Est-ce que vous le préparez en amont? Comment vous faites? Non, si c'est un point clé, forcément, il faut le répéter à l'entraînement, quoi. C'est la base de l'entraînement, donc c'est quelque chose qu'on travaille, quoi. Moi, dans mon système, je travaille beaucoup le start l'hiver pour que ça ne soit pas un problème de s'accroupir là-dedans et de sortir sur son rythme et de prendre une accélération longue, parce que le problème, c'est plutôt cette longue accélération jusqu'aux 80-90 mètres, tu vois, donc non, ça, t'es obligé de le répéter, quoi. Souvent, dans les séances de vitesse courte, soit en fin d'échauffement, soit en fin de séance, il y a quelques mises en action avec l'esprit. Et puis dans les dernières séances spécifiques, même à 2-3 jours de la compète, j'aime bien faire 1 ou 2 départs avec vérifier que c'est fait jusqu'au 80 correctement, avec sans un contrôle non plus très strict, mais mettre l'athlète en situation, ça il peut répéter 2-3 fois avant même de rentrer dans sa séance spécifique. Mais il y a une habileté technique de toute façon à pousser dans le bloc, quoi. Quand l'athlète vient du sprint, c'est plus pratique, mais voilà, si l'athlète n'a pas vécu de compétition de sprint, il faut l'éduquer à ça, quoi. Il faut l'apprendre, quoi qu'il en soit, à bien partir. Le temps perdu ne se rattrape jamais, mais il faut aussi dépenser le moins d'énergie dans cette attitude-là. Moi, j'ai une autre approche, je ne fais pas de start. Pour les cohortes 400, où j'en fais très peu, j'en fais vraiment en dernière semaine et tout ça, parce que mon approche, la dépense énergétique est énorme. Dès qu'ils se mettent dans les starts, on les voit se tendre, on les voit, ils veulent partir comme des bourrins, comme des sprinteurs, comme des sprinteurs, pardon. Ce sont des sprinteurs. Excusez-moi, oh là là. Il avait déjà noté, Jean-Jacques. Il avait une voix dans la salle. Il fait plus 4 H. Il avait déjà noté. Il avait une voix. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que je m'en sers à la fin pour sortir le plus... Bien sûr, pour ne pas perdre de temps, parce qu'il faut partir en start, puis avec des ordres, quoi qu'il en soit, puisqu'on n'a plus droit au faux départ quand même. Donc, essayer de sortir le plus tranquillement possible, mais sans bouffer de l'énergie. Ce que vient de rappeler Pierrot, c'est hyper important, quoi. Ne pas perdre du temps, mais ne pas dépenser de l'énergie, quoi. Mais fluide, parce que si on se fait sortir d'une finale à 2 centièmes, ils sont où les 2 centièmes? Ils ne sont pas forcément dans les derniers 100 mètres, hein. Ils sont peut-être, faut les prendre partout. Donc dès le départ, dès le coup de pétard, dès la flamme, le chrono il tourne, hein. Donc faut être fluide, mais... Alors, moi je te répondrai que ma sensibilité du sprint fait que je fais pas mal de start, et que les coureurs de 4, notamment, travaillent avec les sprinteurs courts et s'opposent aussi aux sprinteurs courts. Donc voilà, donc l'hiver dernier, lorsqu'on avait travaillé pour ce retour de Fonsa après ces 2 années un peu galères, il a travaillé énormément sur les starts, et on a travaillé avec l'équipe à Christine, notamment avec les chercheurs pour le départ en start, et il a participé à toute l'exploration autour du départ en start. Je rappelle qu'à Lyon, on travaille dans la plus belle salle, c'est la salle extérieure, hein. Donc on n'a pas de salle pour travailler aussi là-dessus, hein. Donc déjà ça... C'est celle qui est peinte en bleu avec des étoiles. Voilà.
Nous, on travaille le start. Pour nous, c'est un moment très important. Aldo l'a encore rappelé hier, ça crée tout le rythme. Et donc, la différence, c'est qu'ils ne font pas des starts comme les sprinters. C'est apprendre à aller en amplitude, en grande facilité et ne pas faire une poussée maximale. Et par exemple, cet hiver, Jonathan a voulu faire du 60 mètres, Kevin aussi, et dans ce moment de départ, il n'arrivait pas à faire cette poussée maximale. C'est parce qu'on ne la veut pas. Si on pousse de façon intensive, c'est catastrophique pour la suite. Donc il faut vraiment créer cette réserve et on la travaille vraiment. La grande différence, c'est qu'il y a un relâchement du pied qui est plus important que pour le sprinter au moment du départ, parce que ce relâchement du pied facilite la sortie du genou. Et donc, il y a une différence biomécanique par rapport au sprinter. On va prendre une dernière question. Non, on part deux ensemble. Oui, j'ai deux questions qui m'intéressent. Du haut niveau, c'est très intéressant. Mais on ne m'entend pas, là. Je vais essayer. Je voudrais simplement vous demander votre avis sur le choix fédéral que nous avons voulu, c'est-à-dire un essayé entre le cadet, le 200, le 250, le 300, le 400. D'autre part, ce que vous privilégiez en tant qu'entraîneur pour des débutants, cadets ou juniors, notamment des débutants juniors, l'expérience donnée, le junior pour débuter en junior 2 et qui réussir à tout niveau. Donc, ce serait très intéressant d'entendre ce que vous privilégiez 3 séances par semaine. Pour les entraîneurs qui sont ici présents. Un débutant qui monte ou qui arrive sur 400, d'abord lui faire visiter la piste. Moi, c'est ce que je disais toujours en formation, quand on lui propose des 150 ou des 200, peu importe, c'est pas forcément du 150, lui faire visiter la piste, lui faire comprendre qu'il se forge ses repères et son cadre qu'est le 400. Ensuite, à 3 séances par semaine, des séances mixtes, oui. Je reviens à ton premier élément de question. Là, le 300, moi je m'étais battu il y a une vingtaine d'années pour que en cadet on fasse le 300 mètres. Ça me paraissait une épreuve de détection extraordinaire parce que ça nous permettait de sélectionner des sprinteurs, des sprinteurs longs. Hein. Et en plus, le cadet qui passe junior, s'il a fait du 300 en cadet, si ensuite il arrive en terminale, il a des études à faire, il peut redescendre sur 200. Si tant est que l'entraînement sur 200 soit moins contraignant. Et puis si au contraire, il voulait poursuivre dans le sprint long, il pouvait monter sur 4. Mais à mon avis, c'était un carrefour entre le 2 et le 4. Prenons l'exemple d'un jeune cadet qui n'arrive pas à se qualifier aux France sur 200 mètres, parce que, non pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il a été malade à court d'entraînement. S'il tente l'expérience sur 3, il peut choper une qualification sur 300 mètres. Il ne l'aura jamais sur 400, parce qu'il sera à court. Donc, à mon avis, c'était une épreuve de détection excellente, quoi. Ça a orienté des sprinteurs. Malheureusement, on ne l'a plus. Cela dit, 10 ans après que l'on a mis le 300 en cadet, la moyenne des 10 meilleurs performeurs sur 4 était passée de 47,3 ou 4 à 46,5 quand même. Hein. Même si aucun grand coureur de 4 actuel faisait du 400 en cadet. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Non mais si. Tout en sachant quand même que dans certains championnats de France, et tout le monde était bien placé, on a vu des entraîneurs présenter des athlètes sur 100, en cadet, 200 et 300. Donc ils faisaient aussi beaucoup d'épreuves. Mais bon, passons. Moi je suis pour la formation du cadet sur 400. Moi je suis pour, c'est très bien. Tout dépend de ce qu'on fait à l'entraînement par rapport à ça. Ta question sur les 3 fois par semaine, moi je rappelle que si on s'entraîne une fois, on se maintient. Hein. Et à 3 fois, on est un petit peu dans le développement et que pour faire un peu de développement, Bruno a répondu hier, hein, une fois, une séance de vitesse, une séance de long, une séance de côte,
ou une séance de PPG un peu adaptée, voilà, on peut pas aller au-dessus, sauf qu'on sera dans un petit développement, quoi, hein, si ce n'est que sur les qualités naturelles de la personne. Alors moi personnellement, pas de 400 avant l'âge de 17 ans. Hein. Mais je connais vos cadets, c'est jusque 17, je sais pas. Bon, et alors. Pas de 400 avant 17 ans pour Jacques. Donc pas de 400 cadets. Non. Et. Oh non. Ouais, c'est moins de. Ah, oui. Avant 17 ans. Mais, oui, cadet 2, on peut en faire un tout petit peu, mais moi je privilégierais travail de vitesse. Hein. Et derrière ça, un travail un peu plus foncier, mais pas de travail de capacité lactique, mais absolument pas. Et alors, le troisième entraînement doit être un travail soit de musculation, mais très très légère. J'ai pas parlé de ça, mais il y a quelque chose que j'ai complètement changé, c'est que je ne travaille plus en PPG. Quand je fais des bons, c'est tout en qualitatif. Quand on fait de la PPG, c'est quelque chose qu'on a constaté, c'est que si on a un défaut d'asymétrie, ce défaut d'asymétrie reprend de l'ampleur, et donc s'il n'y a pas une maîtrise parfaite des bons, ça perturbe. Et donc moi ce que j'essaye avec des jeunes, c'est de travailler tout le temps en harmonisation et faire beaucoup d'exercices de coordination et de schéma corporel. Un dernier mot sur le 400 cadet, après ça me tient à cœur. C'est bien évidemment pas le 400 en soi qui est dangereux en cadet, c'est la mauvaise utilisation de l'entraînement qu'on en fait. Alors, on peut faire du 400 en cadet si, du côté fédéral, et c'est ce qu'on va être obligé de faire, on donne des séances de préparation seulement. Quand vous avez un jeune qui vous sentez qu'il peut aller aux France, voire aux Europes, voire au monde cadet, bien évidemment, on est tenté de le pousser. Cela dit, chaque fois qu'on sélectionnait des jeunes cadets en équipe de France junior, donc on les sélectionnait sur des épreuves de 300, ceux-ci arrivaient à s'adapter très bien. Ils étaient très forts, étant très bons sur 300. En 3 semaines de stage, ils arrivaient à faire des perfs extraordinaires sur 400. Mais encore une fois, c'est pas le 400 qui est dangereux, bien évidemment. C'est la tentation qu'on aurait, même si on ne veut pas l'avoir au départ, la tentation qu'on aurait de les entraîner dans les groupes de plus grands, de juniors et de seniors dans nos clubs. C'est ça. C'est pour les protéger, point final. C'était juste pour compléter ma réponse d'hier, un peu prise au dépourvu. Donc, je pense qu'il y a des pourcentages qui sont intéressants de type de travail dans l'entraînement et que si on entraîne 5 fois, il y a tant de pourcentage, mais le pourcentage peut rester vrai aussi pour 3 fois par semaine, parce que tu parlais d'un junior 2, donc là il faut quand même développer pas mal de qualités. Donc forcément une séance à 3 fois par semaine, c'est pas que vitesse, quoi. C'est pas qu'une qualité, il peut y avoir peut-être 2-3 qualités travaillées au sein d'une séance. Mais je vois pas comment on peut faire autrement. C'est-à-dire qu'on peut faire peut-être des rappels aérobies comme montrait Jacques et derrière une séance de qualité et finir par un peu de renforcement. Moi aussi je suis vraiment anti-PPG, je trouve vraiment que c'est une catastrophe la PPG souvent parce que c'est là où on casse tout, quoi, sans le savoir, mais je pense que voilà, c'est un... Et si on peut éviter ce bloubi-boulga là de conditions physiques adaptées au 400 parce que ça dure, parce que ça fait mal, parce que tout est là, je pense que ça, faut l'éviter avec les jeunes. Tout ce qui est conditions physiques et techniques mélangées, je pense que là, on ne sait plus trop ce qu'on fait. On fait un genre de bouillie. Et les études qui ont été menées là-dessus montraient bien qu'on développait très peu la force et on développait très peu le système aérobie. Par contre, je sais que pour avoir été animateur de club, c'est un super outil d'animation. Donc, il faut savoir comment, pourquoi on l'utilise. Mais pour développer la force à adapter au 400, ça, c'est sûr que c'est zéro. Enfin, en tout cas, c'est assez mon point de vue. Donc, quand je fais des colloques sur la force, je passe mon temps à défoncer le circuit training. Mais, malgré tout, je pense qu'il faut respecter certains pourcentages et d'essayer de composer des séances un peu, pas monolithiques, mais avec au moins 2 facettes du 400 mètres dans les 3 séances. Si c'est possible, hein, c'est pas toujours simple de mettre ça en place en fonction des installations. Moi, en conclusion, j'irais presque bien séparer les genres et bien savoir ce qu'on fait. À partir de là, c'est déjà un très bon savoir-faire. On va laisser le dernier mot à Laurent. Ah oui.
On voit bien quand même que la performance sur 400 mètres est multifactorielle. Il y a un nombre de facteurs et de paramètres qui rentrent en compte et c'est d'une complexité. On n'en fera jamais le tour. On ne fera jamais le tour de la complexité du 400 mètres. Par contre, ce qui est rassurant de mon point de vue, c'est que dans ce que proposent les entraîneurs, il y a toujours de la variété. Et bah oui, pour répondre à cette complexité, on y répond par de la variété. On ne peut pas avoir une seule réponse face à la complexité. Donc il y a une variété d'exercices, une variété de séances, il y a des choses qui se transforment tout le temps. Et c'est cette variété qui amène à avoir des carrières longues sur 400 mètres, parce qu'il y a une question qui était posée, et c'est vrai, quoi. On voit trop souvent des coureurs de 400 qui font 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après qui n'ont plus envie de venir à l'entraînement. On a envie de venir à l'entraînement quand c'est jamais la même chose. Quand on rompt la monotonie, quand l'entraîneur a trouvé un nouveau truc et qu'on va l'essayer aujourd'hui à l'entraînement. Moi, c'est ce qui a fait que j'ai couru pendant des années sur 400. J'ai commencé très très jeune. Quand j'ai commencé le 400, il y avait du 400 mètres minime. Donc j'ai fait du 400 mètres minime. 400 ou 500 il y avait 500. Non, il y a eu du 400 mètres minime avant. Ah ouais? Ouais. Avec rabat immédiat, et puis voilà, au départ du 800. Ouais. Après moi j'ai fait du 400 cadet. En cadet, j'étais cadet en 82. On avait série, demi-finale et finale au championnat de France en cadet. Bref, j'ai fait tout ça et j'ai couru encore jusqu'à 38 ans. Et j'ai fait du 400, que du 400 quasiment. Qu'est-ce qui fait que j'ai continué tout le temps? C'est parce que quand je venais à l'entraînement, c'était jamais la même chose. Jamais, puisque comme c'est multifactoriel, c'était jamais la même chose qu'on travaillait, on partait sur une autre idée, etc. C'est ça qui fait qu'on continue en fait. Le plus important, je voulais d'abord te remercier de me permettre d'intervenir.